Professeur Breton, bonjour. Bonjour. Avant de savoir si on doit reconduire ou non l'entente du GAP avec les médecins, est-ce qu'on a une idée de son bon fonctionnement? Est-ce qu'on a une mesure? On peut dire oui, ça a eu vraiment un impact pour les patients orphelins? Bien, c'est une excellente question. L'idée principale du GAP, c'était d'offrir des consultations médicales ou avec un autre professionnel en cas de besoin. Puis, objectif atteint, il y a eu beaucoup de patients qui ont rencontré des professionnels, particulièrement des médecins, via les GAP. Fait que si c'était l'objectif, elle est atteinte. Le GAP, ça nous permet d'aider les gens temporairement qui sont orphelins. Fait que c'est une bonne idée temporaire, mais idéalement, il faut peut-être pas miser que tout le monde ait un médecin de famille, mais il faut miser que chaque citoyen ait une source régulière de soins. Ça pourrait être avec une infirmière ou un autre professionnel, mais à la même place. On ne veut pas changer de clinique à chaque semaine selon nos besoins. Tantôt, je vous posais la question, est-ce qu'on est capable de mesurer à quel point le GAP a eu les effets recherchés? On le fait par prime. Les médecins avaient une prime de 120 en prenant un patient orphelin. Et ça a marché. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que les primes versées aux médecins, c'est une bonne façon de les inciter à prendre davantage de patients? C'est une excellente question. On a joué sur des incitatifs financiers pour encourager la participation médicale. Les incitatifs étaient très, très généreux. On sait 120 par patient inscrit collectivement. Sauf que on n'avait pas besoin de voir ce patient-là où il y avait peu d'imputabilité par rapport à cette inscription-là. Alors, je ne suis pas pour me prononcer si c'est une bonne idée, si c'est assez le bon montant. On a mis beaucoup d'incitatifs financiers pour s'assurer que la participation médicale, mais sans nécessairement leur donner des imputabilités avec des responsabilités. Alors, je pense que c'était une bonne idée de mettre une prime. Et là, je pense qu'il faut voir comment on peut attacher davantage ces patients inscrits collectifs avec des incitatifs pour le faire. Par exemple, que le patient qui est inscrit collectivement n'a pas à appeler au GAP pour voir avec la clinique qui est inscrit. Fait que je pense qu'il faut travailler vraiment sur donner de l'imputabilité davantage quand on fait une entente, quand on donne un chèque justement de 120 par patient, bien de s'assurer qu'il y ait une responsabilité des ententes qui sont négociées. Puis dans ce cas-ci, on parle beaucoup d'une inscription fantôme parce que les médecins n'avaient pas nécessairement besoin de voir le patient, ils avaient besoin d'offrir des plages de disponibilité. Puis ces plages-là pouvaient être même offrir à d'autres. Puis parfois, il y avait même eu des double dips, comme on dit. Ils ont été payés pour une inscription collective en donnant aussi un patient orphelin. Alors, je pense qu'il faut réfléchir comment on peut donner des montants d'argent avec plus d'imputabilité dans ces négociations. Donc, il y a eu des effets pervers à ce système-là? Des effets pervers, il y a une longue liste. Par exemple, des cliniques réseau qui ont des ententes de voir des patients. Mettons, j'ai une entente pour voir 20 000 patients dans la population. Les incitatifs, j'ai dit, bon, je désinscris, j'enlève mon R pour vous offrir 12 000 patients GAP. Là, vous voyez qu'il y a 8 000 de différence de consultation négociée avec le gouvernement pour un prix plus grand pour 12 000 patients GAP. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des incitatifs parfois d'offrir moins de services, que ça pourrait s'être traduit comme ça. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'il y a eu des cliniques, il y a certaines cliniques que je connais qui ont investi l'argent qu'ils ont eu pour les patients GAP pour embaucher, par exemple, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, bien, c'est à pour ça que ça donner devait d'autres servir. services. Ces primes-là, c'est à ça que ça devait servir, dans le fond. En fait, les primes, il n'y avait pas de règles. Quand je dis qu'il faudrait donner plus d'encadrement, il n'y avait pas de règles qui disaient comment l'utiliser. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelques médecins, puis il ne faut pas les oublier, qui ont vraiment réinvesti ces sommes monétaires pour donner des services aux patients orphelins, tandis qu'il y a d'autres qui l'ont encaissé dans leur poche sans ajouter de services. Alors, je pense que c'est là tous les effets pervers qu'on a pu voir. On a vu des médecins qui ont fait des innovations extrêmement généreuses et d'autres, bien, malheureusement, ça ne s'est pas traduit en offre de service, mais par une prime financière. Donc, votre conseil, c'est gardons le GAP, mais avec des paramètres plus clairs, plus stricts. Oui, bien, le GAP, écoutez, je veux dire, moi, je pense que le GAP ça et les primes qui viennent avec, là. Oui, les primes, écoute, je pense qu'il faut quand même encourager la participation. Comment on négocie ces primes? Là, j'encourage la FMOQ et le ministère à se parler. Puis si on enlève les primes le 31 mai qui sont à échéance, c'est certainement, les GAP vont tomber, il n'y a plus de médecin qui va participer. Alors, je pense qu'il faut vraiment faire une entente négociée. Mais là, on donne un chèque, de le donner moins généreux, sans aucun encadrement puis balise. Mais vraiment, on continue à donner des primes pour les patients inscrits. Mais il faut, je pense, négocier pour vraiment que ça puisse se traduire en j'embauche d'autres professionnels en traduction de service. En terminant, je sais que vous vous êtes penché là-dessus, puis ça donne bien, c'est chez nous le CIUS de la capitale nationale qui a démontré qu'il y a certaines pratiques qui peuvent avoir du bon, même dans les paramètres actuels.
Bien, actuellement, ce qu'on a observé, c'est bon, les GAP sont implantés à l'échelle de la province. Dans chaque CIUS 6, vous avez un GAP. Puis, on a vu des innovations locales pour répondre aux besoins des patients orphelins. Par exemple, le CIUS de la capitale nationale, vous aviez mis en place le pôle santé mentale, le pôle maladie chronique, qui est justement pour offrir des services. Par exemple, j'ai une problématique de santé mentale, je suis orphelin et patient non inscrit. Alors, orphelin, vous allez être orienté possiblement vers la clinique multidisciplinaire. Il y a un psychologue, un pharmacien. Vous avez des ressources spécialisées en santé mentale qui vont vous offrir une offre interprofessionnelle temporaire pour vous accompagner dans votre problématique. Donc, prenons ce système-là parce que ça fonctionne et essayons de le répéter à la grandeur de la province. Professeur Breton, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée.